Elle travaillait dans l'un des clubs de striptease les plus célèbres du pays, dans le secteur du divertissement pour adultes. Le métier de barmaid n'était pas juste un travail, mais sa carrière. La police affirme qu'elle et son petit ami ont perdu leur emploi, alors ils se sont tournés vers la violence. Comment la police affirme-t-elle savoir que cette femme et son petit ami sont responsables d'une légende de la vie nocturne? Dans un endroit surprenant, la police a retrouvé la trace de la suspecte. Nous suivons l'affaire présentée par Law & Crime. Je suis Chris Stewart. La police affirme que le meurtre dont nous allons parler est le résultat d'un conflit dans un club de striptease, un acte de vengeance violente. Et avant d'aborder ce que la police dit avoir conduit à ce meurtre, je veux parler de l'un des personnages centraux de cette histoire. Elle s'appelle Asia Lozano Morton. Elle a 25 ans et Asia travaillait comme barmaid dans un club de striptease de San Francisco appelé le Condor Club. Là, on ne parle pas simplement d'un club de striptease louche pour adultes. C'est une institution légendaire de la région de la baie. Il est en fait considéré comme le premier bar topless des États-Unis, ouvert en 1964. C'est un site historique. Le patron d'Asia dans ce bar s'appelait Mark Calgoni. Mark était le directeur de longue date du Condor Club. Et un collègue a déclaré au San Francisco Chronicle que Mark était un personnage plus grand que nature. Il figurait sur le mont Rushmore de la vie nocturne à San Francisco. D'après sa page Facebook, il semble aussi que Mark était un père fier. Le monde des clubs de striptease, évidemment, peut être un milieu douteux. Mais il semble, d'après ce que disent les gens, que Mark Calcani n'était pas ce genre de personne. Un ancien employé a déclaré aux médias locaux que Mark serait rappelé comme quelqu'un qui exigeait le respect pour les danseuses et offrait des opportunités. Et c'est peut-être ce qui rend la suite si choquante. Le matin du 3 octobre, la police de Santa Rosa, au nord de San Francisco, a reçu un appel signalant des coups de feu. Ces coups de feu ont eu lieu dans un endroit habituellement peu touché par la criminalité. C'est un quartier plutôt huppé, un endroit calme, du genre où les gens promènent leurs chiens à 6h30 du matin, au moment où tout cela s'est produit. Mais quand ils sont arrivés, ils ont trouvé un homme qui avait été touché par 5 balles. Cet homme, Mark Calconi, était mort. Quelques jours plus tard seulement, le Club Condor a publié ce message sur son compte Instagram, alors que ce meurtre n'était toujours pas résolu. Un message qui dit, je cite, « Nous confirmons avec tristesse la perte tragique de notre directeur général, Mark Calconi. Mark était le cœur du Condor Club et très apprécié à North Beach. » C'est le quartier de San Francisco où se trouve le club. Encore une fois, le Condor Club, il ne s'agit pas d'un club de striptease douteux. C'était une entreprise réellement reconnue comme une entreprise patrimoniale à San Francisco. Et y travailler, apparemment, c'était quelque chose d'important. Si vous êtes un barman en herbe comme Asia Morton. D'ailleurs, elle a un profil LinkedIn qui dit, je cite, « Je suis ici pour approfondir mon expérience dans le bartending. Je fais du bartending depuis environ 5 ans maintenant et j'ai possédé ma propre entreprise de bar mobile. C'est quelque chose que j'aime faire et que j'apprécie au quotidien. » Mais il semble que quelque chose ne convenait pas à Mark concernant la façon dont Asia faisait son travail, car Mark aurait renvoyé Asia du Condor Club. On ne sait pas pourquoi. Asia sortait également, selon les rumeurs, avec un barback du Condor. Son nom, Richard Lund, était de près de 20 ans l'aîné de Morton. Il a 43 ans. Tous les deux vivaient ensemble à Dublin, en Californie. C'est à l'est de San Francisco, et Mark a également renvoyé Lund. Ces deux-là se sont retrouvés sans emploi dans un lieu qu'ils appréciaient vraiment. Et ils auraient eu une rancune à régler. Et ils auraient effectivement réglé cette rancune en ayant recours à la violence. La police a arrêté Lund et Morton pour le meurtre présumé du directeur du Condor Club, Mark Calcani. Voici ce que la police affirme. La police affirme que le petit ami de Morton, Lund, a attendu devant la maison de Mark, guettant son retour du travail. Il était environ 6h30 du matin et il aurait tiré 5 coups de feu, tuant Mark. Puis il a pris la fuite à bord d'un SUV RAV4. Maintenant, pensez à l'endroit où tout cela s'est produit, dans un quartier où il n'y a pas beaucoup de criminalité. Il est 6h30, les gens sont réveillés et quelqu'un pourrait se promener. C'était un quartier où les maisons sont collées les unes aux autres. Il y a probablement des caméras de sonnette, ring partout. Et la police a pu retrouver Richard Lund. Ils disent qu'ils ont la voiture de Lund, le RAV4. Une grande question demeure, où est-il l'arme? À notre connaissance, elle n'a pas été retrouvée.
Maintenant, la police dit que Lund aurait peut-être appuyé sur la gâchette, mais Morton aurait également été impliqué dans cette affaire, selon la police. L'ancien barman de club de striptease aurait aidé à planifier cette attaque. Elle fait maintenant face à une accusation de complice de meurtre. Il n'est pas clair à ce stade ce que la police a précisément contre elle, l'alliant à ce que son petit ami aurait fait. Lund a été arrêté chez le couple à Dublin, Californie, tandis que Morton était à l'étranger. Elle a été arrêtée à l'aéroport international de San Francisco. Elle rentrait d'un voyage en Espagne selon le East Bay Times. La police indique que le timing de ce voyage était inhabituel. Partir à l'étranger alors que la police enquêtait sur un meurtre auquel elle aurait participé à la planification semble suspect. Ils affirment qu'à ce stade, ce n'est pas lié au meurtre de Mark. Mais maintenant, elle et Lund sont tous les deux confrontés à de graves accusations. La police a déclaré officiellement qu'elle pense que Lund et Morton ont agi sous l'effet de la rage qu'ils éprouvaient après avoir prétendument été licenciés par Mark. Mais ils cherchent aussi à savoir s'il y a plus d'informations à ce sujet. Qu'est-ce qui aurait pu contribuer à ce meurtre? À présent, la police est encore en train de reconstituer la chronologie des événements. Et pour l'instant, elle n'a pas précisé combien de temps Richard Lund aurait pu attendre devant la maison de Mark avant de l'avoir prétendument tué. Lund et Morton ont tous les deux comparu pour la première fois devant le tribunal du comté de Sonoma, en Californie, là où se trouve Santa Rosa. Il semble que Lund soit toujours détenu sans possibilité de libération sous caution, pour une accusation de meurtre, ainsi que pour 2 chefs d'accusation de possession illégale d'une arme à feu. Il fait également face à plusieurs circonstances aggravantes à ces accusations parce qu'il est déjà un criminel condamné. Selon The Press Democrat, Lund a été condamné en 2005 pour cambriolage, viol sur mineur et agression avec arme mortelle. Pour en discuter, nous recevons Matt Irvine, détective à la retraite et formateur des forces de l'ordre. Merci d'être avec nous sur Law and Crime. Je sais que vous connaissez bien la région de San Francisco, non seulement parce que vous y êtes né, mais aussi grâce à votre carrière en Californie du Nord. Qu'est-ce qui vous a marqué? Quelle a été votre première réaction en entendant parler de cette histoire? Eh bien, ce qui m'a le plus marqué, c'est que cette histoire tourne autour d'une institution assez célèbre dans la région de San Francisco. Le Condor Club n'est pas le genre de club de striptease miteux et banal qu'on trouve dans un coin industriel de la ville. Il se trouve en plein cœur du quartier historique du divertissement de San Francisco, à North Beach. Ce club, ouvert fin années 50 comme club de jazz, a embauché Carole Doda comme serveuse au début des années 60. Et quand elle est montée sur scène et a enlevé son haut, en 1964, elle a ouvert le premier club topless aux États-Unis. Il est ensuite devenu le premier club bottomless aux États-Unis d'Amérique. Pendant des années, il y avait une grande figure de dessin animé en néon de Carole Doda devant le Condor Club, avec des lumières rouges clignotantes au milieu de sa poitrine. Son numéro était célèbre. Elle descendait sur un piano au début de sa prestation, puis remontait à la fin. Et le club a d'abord acquis une certaine notoriété il y a quelques décennies lorsqu'un videur et une danseuse ont décidé de s'adonner à des activités après la fermeture sur le dessus du piano. D'une manière ou d'une autre, ils ont déclenché le mécanisme du câble et le piano est monté jusqu'au plafond, écrasant le videur à mort et piégeant la femme sous lui pendant des heures jusqu'à ce que le club ouvre le matin et que quelqu'un la sauve. C'est donc un lieu chargé d'histoire. Il a un passé assez haut en couleur. C'est en fait une sorte de monument historique dans la ville de San Francisco. C'est donc la première chose qui m'a marqué en dehors, évidemment, des détails spécifiques de cet homicide. L'histoire du videur est incroyable. Au fait, je ne savais pas ça. Je veux dire, c'est un épisode pour un autre jour. En ce qui concerne cette fusillade, Cartua, la victime était le gérant du Club Condor, apparemment une véritable institution là-bas. Tout le monde le connaissait. Et puis apparemment, Richard Lund et Asia Lozano Morton, qui étaient les 2 suspects dans cette affaire, avaient été licenciés par le club. Et finalement, le 3 octobre, aux premières heures du matin, la victime, Mark Howell Cagney, est retrouvée morte devant chez lui. Pour les détectives appelés sur place, comment vivent-ils ces premiers instants sans savoir qui était la victime? Vous savez qu'il a 5 blessures en pare-balles et vous ne savez pas qui a fait ça. Comment commence cette enquête? Donc, les détails de cette enquête vont être vraiment intéressants parce que la zone où M. Galgani a été tué c'est une rue principale d'un quartier aisé, classe moyenne supérieure, à Santa Rosa.
Il pense que cela a eu lieu entre 5 heures et 6h30 du matin. C'est un lieu où les gens se lèvent, se préparent pour le travail, s'occupent de leurs enfants et promènent leurs chiens. Donc, tenter un homicide sans être détecté ici et maintenant est vraiment une très mauvaise idée. Donc, c'est une bonne chose pour la police dans ce cas. Il n'y aura pas de pénurie de témoins potentiels, ni de pénurie de preuves numériques potentielles comme les caméras Ring et d'autres types de systèmes de sécurité domestique. Donc, quand les détectives arrivent sur place, la première chose qu'ils vont faire, évidemment, c'est sécuriser la scène immédiate. Et puis, très rapidement après cela, généralement avec l'aide des agents de patrouille, ils vont effectuer un ratissage très intense de la zone immédiate. Encore une fois, dans un quartier calme comme celui-ci où 5 coups de feu ont été tirés, il y aura sûrement des personnes ayant vu ou entendu quelque chose d'utile à l'enquête. Et apparemment, Marc Calcani rentrait du travail. Donc, je veux dire, quand on travaille dans ce secteur, la nuit de travail se termine aux premières heures du matin. Et c'est à ce moment-là qu'ils disent que Richard Lund et Asia Morton l'attendaient devant chez lui. C'est intéressant la façon dont tu décris ce quartier, parce que je pense aussi aux caméras de sonnette Ring. Et si tu voulais commettre un meurtre sans te faire prendre, il me semble que c'est le genre d'endroit, d'après ce que je comprends, où il y aurait des caméras que la police pourrait utiliser pour au moins voir ce qui s'est passé. Et puis dans ce cas, ils semblent aussi avoir su qu'il conduisait un RAV4, et ça réduit vraiment les possibilités. Bien sûr, il y aura des caméras de sonnette et des systèmes de sécurité domestique avancés dans ce quartier. Il y a très probablement des caméras de circulation qui captureraient les véhicules entrant et sortant de la zone. Et donc, oui, ce sera un environnement riche en preuves. Et puis encore, il n'y aura probablement pas de pénurie de témoins humains, soit des témoins oculaires, soit des témoins auditifs, qui pourraient avoir assisté au crime lui-même, très probablement à ses conséquences, et peut-être à certaines activités précédant le crime. Cela, selon nous, pourrait impliquer M. Lund attendant M. Calgany en embuscade. En Californie, cela rend cette affaire passible de la peine de mort. L'embuscade fait partie des circonstances pouvant rendre un homicide passible de la peine de mort. Une fois que vous réalisez que vous connaissez Marc Calcani, son domaine, et pour étayer vos propos, le Condor Club, cela ressemble plus à une sorte d'attraction touristique historique à San Francisco qu'à un club de striptease louche dans une zone industrielle où il pourrait se passer beaucoup d'activités illégales. Mais quand vous découvrez qu'il travaillait dans cette industrie comme détective, quel genre de signal d'alarme ou de drapeau rouge cela déclenche-t-il sur ce à quoi cela pourrait être lié? C'est assurément une industrie. En écartant à nouveau les détails précis du Club Condor, c'est une industrie qui est souvent liée au crime organisé et aussi à des personnes un peu marginales qui souvent ne font pas les meilleurs choix dans leur vie. Encore une fois, je ne dirais pas forcément cela du Condor Club, mais de façon plus générale, ce sont des établissements où les danseuses sont souvent victimes d'exploitation et d'abus, et bien souvent de la part des gérants ou d'autres personnes ayant du pouvoir et de l'autorité dans les clubs. Parfois, les danseuses se font renvoyer parce qu'elles s'opposent à des activités illégales ou à l'exploitation qui ont lieu dans le club. Si j'enquêtais là-dessus, je l'examinerais sûrement. Il semble, selon ce qui est rapporté, que M. Calgany respectait vraiment les danseuses, exigeait le respect des autres et œuvrait souvent à leur promotion à des postes de direction. Cela dit, il est tout à fait possible que certaines personnes l'aient connu de cette manière. Il est possible qu'il ait eu une autre facette et que certains l'aient vécu bien moins positivement. C'est donc un point que j'examinerai pour d'éventuels motifs dans ce type d'affaires. Oui, et pour rebondir sur ce que tu dis, j'ai lu, tu sais, que des gens se sont exprimés depuis sa mort en parlant de la façon dont il était, tu sais, je crois que le terme mentor a été utilisé, qu'il était quelqu'un qui ne semblait pas louche dans un milieu où il y a beaucoup de gens louches. Asia Morton et Richard Lund, ils étaient impliqués sentimentalement, mais apparemment, elle avait travaillé comme barmaid. Et c'est cohérent avec ce que j'ai vu sur ses réseaux sociaux également. Richard Lund aurait aussi été commis de bar. Donc, ils n'étaient pas, je suppose, des personnes clés auxquelles on penserait, comme des gens sur scène ou, vous savez, un manager ou quelque chose comme ça. Mais ils étaient impliqués et ils auraient apparemment été renvoyés. Et cela aurait pu être un facteur de motivation dans cette affaire. Comment faites-vous quand vous réalisez que ce type est le manager du Club Condor et que vous allez au club? Comment commencez-vous à déterminer s'il avait des problèmes avec quelqu'un qui pourrait potentiellement vous mener à des suspects?
Eh bien, c'est un club qui a beaucoup d'employés. Donc oui, vous commencez par interroger les employés. Et je suis sûr qu'ils ont parlé à beaucoup de gens là-bas à propos de Monsieur Lund, de Madame Morton, de Monsieur Calgani et de tout différent ou animosité entre eux. J'ai vu dans certains rapports qu'un des autres employés là-bas affirmait avoir reçu un appel téléphonique de Madame Morton dans lequel elle aurait dit quelque chose comme Tu crois que je pourrais récupérer mon travail si Marc n'était plus là? Évidemment, cela ressortirait comme un mobile si c'était vrai. Et est-ce que c'est quelque chose, quand vous montez un dossier, je veux dire, à quel point cet appel téléphonique est-il crucial? Je peux imaginer un avocat de la défense lors d'un procès dire elle cherchait juste du travail, travaillait là, et même si elle avait un problème avec lui, elle ne l'a pas tué. Quel type de preuve relie vraiment quelqu'un? Dans son cas, c'est pour complicité de meurtre. Donc, on n'allègue pas qu'elle est celle qui a appuyé sur la gâchette. Donc, tu as raison. Un avocat de la défense peut certainement soutenir que quelqu'un peut être contrarié et avoir des différends sans nécessairement avoir été impliqué dans le meurtre de quelqu'un. Dans ce cas, je m'intéresserai beaucoup aux communications de Madame Morton avec d'autres employés, avec ses collègues. J'examinerai également de près ses communications avec Monsieur Lund. L'une des choses qui m'a frappé dans cette affaire, c'est que Mme Merton était apparemment à l'étranger au moment où l'homicide a eu lieu. Or, ce n'est pas le genre de voyage que l'on réserve habituellement sur un coup de tête. Donc, on peut supposer que c'était quelque chose qui figurait dans son agenda. Et il se peut que cet homicide ait été planifié en partant du principe qu'elle aurait un alibi facile, puisqu'elle était à l'étranger au moment où le meurtre a eu lieu. Cependant, il est très probable qu'elle ait eu des communications avec M. Lund avant et après cet homicide. Il est probable que ces communications aient été enregistrées dans des appels, messages textes et autres moyens. Je crois que ce sera une preuve clé dans cette affaire. Et apparemment, elle a été arrêtée à l'aéroport international de San Francisco alors qu'elle revenait de ce voyage à l'étranger. Comment faites-vous pour savoir où elle est si Richard Lund ne vous dit pas où elle se trouve et que peut-être ses amis ne savent pas non plus où elle est? Comment faites-vous pour découvrir où elle pourrait être? Quels moyens avez-vous, en tant que police, pour le découvrir? Par exemple, est-ce que vous pouvez voir si elle a réservé un billet pour aller quelque part et qu'elle doit revenir? En réalité, il est difficile d'obtenir de bonnes informations des compagnies aériennes sans plus de détails sur l'emplacement ou la date de retour. Les preuves les plus simples dans ce cas sont leurs téléphones et autres appareils personnels comme ordinateurs portables et tablettes. Ces appareils sont en fait des systèmes de positionnement global ambulant, des géolocalisateurs. Et donc, si vous pouvez trouver son téléphone ou d'autres types d'appareils qui ont la géolocalisation intégrée, vous pouvez retrouver la personne. Quand il s'agit de ça, je sais que médiatiquement, le Club Condor ne commente jamais. Je sais qu'ils ont publié une sorte de message commémoratif pour Marc Algani, simplement pour rendre hommage à sa vie. Et je ne suis pas surpris que, vous savez, les clubs de striptease ne soient généralement pas les plus ouverts aux médias à cause de la nature de leur activité. D'après votre expérience, dans quelle mesure ces types d'établissements coopèrent-ils avec les forces de l'ordre lorsqu'une situation comme celle-ci se produit? En général, ils ne sont pas très coopératifs. Encore une fois, parce que parfois ces établissements attirent des personnes qui ont eu beaucoup d'expérience du mauvais côté de la loi. Cela dit, il semble que M. Calgani était quelqu'un de vraiment apprécié au sein de cette communauté. Et donc, ils vont être très motivés pour essayer d'obtenir justice pour lui. Et puis je continue à penser, en revenant sur le fait qu'il s'agirait prétendument d'un meurtre prémédité de quelqu'un qui, vous savez, un meurtre ferait la une des journaux. Mais si vous tuez le chef d'un club notable, là, ça va vraiment faire la une des journaux. Et que cela arrive dans ce joli quartier où moi-même assis ici sans expérience policière, je pense que par exemple aux caméras de surveillance possibles dans le coin. À quelle fréquence avez-vous eu des crimes ou pendant les arrestations? C'était presque comme si on se demande parfois comment on n'a pas pensé qu'on pouvait accéder à une caméra ring de sonnette ou de surveillance. Et vous faites ça entre 5 et 6 heures du matin, alors qu'une dame va sortir promener son chien. Absolument, je veux dire, vous savez, on adore regarder ces films de braquage, ces films de casse comme Ocean's Eleven et d'autres, qui montrent ces maîtres criminels impliqués dans des plans brillants. En réalité, la plupart des criminels ne sont pas très malins et leurs crimes peu planifiés.
et celui-ci semble en faire partie. C'est un plan minable pour une conspiration préméditée visant à commettre un meurtre. Ça ne semble tout simplement pas très bien réfléchi. Mais ce n'est pas inhabituel. Oui, et vous savez, hein, je pense que pour la police, c'est une très bonne chose parce qu'ils peuvent monter un dossier. Je veux dire, clairement, Richard Land, Asia Morton, ils auront leur jour au tribunal et pourront expliquer leur version de l'histoire. Mais quand on regarde les preuves à ce stade, il semble qu'ils aient la voiture. Il y a une sorte de on verra. Ils ont pu l'impliquer dans la planification, ce qui, comme vous l'avez dit, semble être lié à des messages textes qu'elle a envoyés. Un dossier solide semble établi, mais attendons le verdict du tribunal. Merci à Matt Irving, détective à la retraite et instructeur, d'être avec nous sur Law and Crime. Nous continuerons à suivre cette affaire. Merci de m'avoir invité. C'est tout pour On the Case, présenté par Law and Crime. Abonnez-vous sur YouTube et Spotify. Je suis Chris Stewart. On se retrouve la prochaine fois.